Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Natif de Belleville, vous rêvez encore de ville belle. Vous publiez ainsi un livre non pas de politique fiction, mais de société fiction. Bonjour Gérard Bandilla. Bonjour. Alors, ce livre, Les Roses Noires, est un roman chez Albin Michel, mais inspiré de la société d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure longuement. Mais avant, on va revenir sur votre parcours atypique à travers des dates clés. Alors, la première, je vous rassure, ne correspond pas à vous, mais elle est importante dans votre souvenir. C'est le 18 mars 1871. C'est le début de la Commune de Paris. Oui, bien, j'ai grandi, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la commune, puisque avec mon père, lorsque nous allions voir ses oncles, donc mes grands-oncles, nous passions par des lieux qui étaient les lieux de la commune, comme le carrefour de la rue de Tourtille et de la rue Ramponneau, où il y a eu sans doute une des dernières barricades pendant la commune, rue Axo, où il y a eu l'histoire avec les otages. J'ai grandi dans cette idée-là, puisque... d'après mon père, notre arrière-grand-père était lui-même et sa femme aussi des communards, puisque sans cesse il rappelait qu'ils avaient évité d'être canaques ou pieds noirs. Donc ils avaient évité la déportation. Ils s'étaient cachés après la semaine sanglante. Alors, il faut savoir, si on ne le sait pas, que la Commune de Paris sont 2 mois d'insurrection du peuple de Paris qui refuse de reconnaître le gouvernement du président Adolphe Thiers. Et ça se termine le 27 mai dans le quartier de Belleville où 127 fédérés sont fusillés sur un mur où vous vous rendez chaque année, Gérard Bandilla. Oui, c'est dans le cimetière du Père-Lachaise. Et d'ailleurs, le cri des communards, le dernier cri des communards a été le titre de mon premier livre, qui était « Vive la sociale » et qui est un cri qu'on entend encore aujourd'hui dans les manifestations. Or, la commune est un grand trou noir de l'histoire de France. Ce n'est ni enseigné, ni célébré, alors que ça a été un moment unique de démocratie populaire, d'intelligence, d'invention et de courage, parce que n'oublions pas que Thiers s'est tout simplement rendu à Bismarck, le général prussien. Et donc, Thiers et finalement Pétain, c'est le même type de figure de collaborateur. Alors, vous êtes né à Belleville, mais vous avez grandi, Gérard Bandilla, entre Belleville et Ménilmontant. Oui, j'ai grandi au carrefour de 2 rues, au carrefour de la rue des Pyrénées et de la rue Orfila, et je me suis toujours senti finalement profondément du 20e. Quand on me demande d'où je suis ou d'où je viens, je ne dis jamais de Paris, je dis toujours du 20e. Et je crois d'ailleurs que c'est une très grande caractéristique des Parisiens. Les Parisiens sont toujours d'un lieu. On est des Batignolles, on est de Pigalle, on est bien sûr de Paris, mais on est d'abord du lieu d'où on est issu. Et moi, je suis, c'est vrai, vraiment et profondément attaché au 20e. Et d'ailleurs, ce quartier de Ménilmontant, Charles Trenet l'a chanté. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. En fait, cette chanson, c'est Maurice Chevalier qui aurait dû la créer. Trenet l'avait écrit pour lui. Mais Chevalier était furieux contre Trenet, qui avait osé reprendre « Il y a de la joie » pour en faire un succès. Et donc n'a pas voulu enregistrer ce titre. Alors, à l'époque, vous avez débuté, vous avez grandi dans ce quartier. Votre père travaillait, je crois, comme serrurier à la SNCF. Oui, c'est ça exactement. Oui, il travaillait dans les ateliers. Et vous avez appris, grâce à lui, le langage de Belleville, parce que je crois que votre mère était professeure à l'école Berlitz, elle était américaine. Oui, il n'est pas question d'apprendre l'anglais. Ma mère avait ce travers terrifiant, d'une certaine manière. Elle ne nous a jamais parlé, ni à mon frère, ni à moi, ni en anglais. Ce que j'ai appris d'anglais, je l'ai appris avec sa sœur aînée, ma tante, mais ma mère ne nous parlait jamais anglais. Et même quand j'étais très largement adulte et père de famille, elle me montrait encore une petite cuillère en me disant « little spoon », c'est-à-dire qu'elle enseignait l'anglais. La seule personne à qui elle n'a jamais réussi à enseigner l'anglais, c'était Claude Duneton. Parce que Claude Duneton, qui avait travaillé à la Royal Shakespeare Company, quand il venait manger à la maison, à peine la porte ouverte, il interpellait ma mère avec l'accent shakespearien et le vocabulaire, et ça d'un seul coup, ça l'empêchait d'enseigner l'anglais, alors qu'elle l'enseignait à tout le monde, y compris à mes amis irlandais, par exemple. Et pas à vous? Pas à moi ni à mon frère. C'est quand même curieux. Et mon frère est à un niveau d'anglais lu très très haut, mais il est, je crois, incapable de parler anglais. Alors vous, Gérard Bandilla, votre langue favorite, votre langue paternelle, c'est le langage de Belleville, parce qu'il y a un véritable langage de Belleville.
Oui, mon père m'a transmis cette langue-là. D'ailleurs, je pense être la dernière génération à comprendre sans dictionnaire les chansons de Bruant, parce que l'argot qui se parlait à ce moment-là, je l'ai entendu parler par mes grands-oncles. Donc il y a eu une transmission, et à travers mon père, et puis à travers aussi mes grands-oncles, bien entendu, et puis par un goût tout simplement, parce que je pense que c'est une langue qui était ou qui est toujours d'une imagination qui m'émerveille quand on pense que un habit à queue de pie se dit une cisaille à couper le brouillard, que aller dans des toilettes publiques, c'est s'offrir une ardoise à l'eau. Toutes ces choses que je trouve très belles, très imagées et très créatrices pour un écrivain, tout simplement. D'entendre cette langue-là, c'est une chose importante pour moi. Et surtout, je crois qu'il y a une chose qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, qui est l'accent. Parce que quand j'étais enfant, on pouvait encore distinguer à l'accent ceux qui étaient de Ménilmontant et ceux qui étaient de Pigalle. À Pigalle, tout est dans le nez. Vous entendez Bruant, il dit « mon meurtre ». Moi, je dis Montmartre, c'est pas du tout la même chose. Mais ça a totalement disparu. Bon. Justement, Bruant, on va l'écouter. De Belleville à Ménilmontant. Papa, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille. Ça, vous connaissez par cœur, Gérard Modia, ces chansons. Non, par cœur, n'exagérons pas, mais je les ai écoutées, oui, bien sûr, je les ai écoutées assez souvent. Mais Bruant, bon, c'est l'ancêtre de la chanson réaliste. Et aujourd'hui, à Courtenay, où il habitait, il y a un musée. Il y a un médecin qui a créé, à côté de chez lui, un musée extraordinaire où il a reconstitué tout l'univers de Bruant. Et on visite ce musée sur rendez-vous. Ah, ça doit être quelque chose, quoi. En même temps, je ne sais pas si Bruant était un type très sympathique et très admirable d'une certaine manière. Il me semble qu'il a quand même bien traîné dans les milieux antisémites et des choses comme ça. C'est pas impossible. En tout cas, ce qui est étonnant dans votre quartier, et vous l'avez découvert beaucoup plus tard, Gérard Modia, c'est que le boulanger s'appelait Marx et le crémier Lacan. Oui, ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai grandi en mangeant du pain de chez Marx et en buvant du lait de chez Lacan. Voilà. C'est un destin. Voilà. Et la littérature, c'est venu grâce à Monsieur Sorbier, qui était votre professeur. Non, c'est l'école Sorbier. Oui. C'est venu de beaucoup de choses, mais c'est venu. Vous parliez de mon père tout à l'heure. J'ai une dette vis-à-vis de mon père, parce que mon père, bien qu'il n'ait été à l'école que jusqu'à 10 ans ou 11 ans, n'avait pas de honte à écrire. Et lorsqu'il m'écrivait, quand j'étais en vacances ou plus tard quand j'étais au service militaire, je recevais des lettres de lui de 5-6 pages avec un sens approximatif de l'orthographe et une invention constante de la ponctuation. Mais en même temps, le message qui passait à travers ces lettres, c'est « on peut écrire ». On peut écrire. Il avait, sur le plan calligraphique, d'ailleurs, une très belle écriture, très lisible. Et donc ça a été la première chose. Ensuite, à l'école Sorbier, ça a été une école, là aussi, très fondatrice, dans la mesure où c'était à ce moment-là une sorte d'école d'avant-garde. Toutes les institutrices et les instituteurs étaient communistes, mais ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est qu'on mettait en évidence le travail en commun et qu'il fallait apprendre à apprendre avec les autres. Et ça, c'était évidemment une chose essentielle que j'ai toujours conservée. Et puis ensuite, ayant été ouvrier imprimeur, bien sûr, j'étais aussi un lecteur et depuis longtemps. Mais la vraie rencontre déterminante pour moi, ça a été avec Geneviève Serrault. Geneviève Serrault, qui était une des premières traductrices de Brecht, qui était la secrétaire de rédaction des Lettres Nouvelles que dirigeait Maurice Nadeau, et chez qui j'ai publié mes premiers textes, et je suis devenu très ami avec Geneviève, et au fond, d'une certaine manière, je pense que c'est elle qui m'a appris à écrire, parce que faire lire un texte à Geneviève Serrault, c'était un peu passer sous le métro, c'était impitoyable. Voilà. Et ce texte s'appelait L'Aurore, je crois. Oui. Et on oublie que Maurice Nadeau était un éditeur qui est mort à 102 ans. Il a été le premier à découvrir Houellebecq, mais quand Houellebecq lui présentait les poésies, il a dit non, ça m'intéresse pas, c'est pas de la poésie, il l'a viré, et Houellebecq est passé chez Flammarion. C'est tout Maurice Nadeau, c'est exactement lui. Enfin, quand on voit le palmarès de Maurice Nadeau entre Malcolm Lowry, Chacha, John Berger, enfin, tous ceux qui sont passés par les Lettres Nouvelles, et quand on revoit la revue aujourd'hui et ce qui était publié, mais c'est absolument exceptionnel. Lui, c'était un type très difficile, mais un éditeur extraordinaire. En tout cas, vous êtes parti de chez lui pour faire d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 février 1978.
A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Mordillat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gérard Mordillat. Ce livre, Les Roses Noires, chez Albin Michel, on va en parler tout à l'heure. Mais le 22 février 1978, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette date, c'est la sortie en salle d'un film qui n'aurait pas dû sortir, qui s'appelle La Voix de son maître. Ah oui, ça, La Voix de son maître, que j'ai réalisé avec Nicolas Philibert, un film sur le discours patronal, où nous avions interrogé une quinzaine des plus grands patrons français qui, face à la caméra, faisaient la théorie du monde, c'est-à-dire discutaient de la légitimité de leur pouvoir, de la place du capital, de la relation avec les organisations syndicales, du problème des grèves, et d'une chose qui aujourd'hui paraît avoir disparu de la réflexion politique et économique qui était l'autogestion. Alors qu'au moment où nous avons tourné, tous, y compris le patron d'IBM, se posaient la question de l'autogestion. Alors c'est un film qui est sorti en salle avec, je dirais, un succès critique tout à fait exceptionnel puisque tous les intellos de l'époque ont écrit dessus. C'était pas un pamphlet, c'était vraiment une œuvre de réflexion qui était dans la perspective de ce que Michel Foucault avait écrit dans son cours inaugural au Collège de France, l'ordre du discours. Donc je résume et je simplifie. Le discours est par excellence le lieu où se mesurent les enjeux du pouvoir. Et d'ailleurs, Michel Foucault avait eu la gentillesse d'être une sorte de sparring partner pour Nicolas Philibert et moi. C'est-à-dire que nous avons beaucoup discuté avec lui pour préparer le film, enfin intellectuellement, sur la problématique, etc. Et donc, le film est sorti en salle, très bien, sans aucun problème, avec des centaines de débats. Et puis, au moment de la diffusion à la télévision, c'est là que les choses se sont gâtées, puisque ça a été déprogrammé et censuré du jour au lendemain par Antenne 2 à l'époque. Ça devait être diffusé sur Antenne 2 par Antenne 2. Ce qui a amené d'ailleurs la démission de Pierre-Emmanuel, qui était le président de l'INA à ce moment-là, qui était le conseiller culturel de Jacques Chirac, et qui avait choisi La Voix de son maître pour représenter la France à au premier festival de télévision libre qui a eu lieu à Madrid après la mort de Franco. Or, c'était un paradoxe que ce film soit montré en Espagne comme un modèle de la liberté intellectuelle et du travail critique et censuré en France pour des raisons sordides. Alors, les raisons, finalement, c'est l'Élysée qui l'a censuré, parce que ce film, il n'y avait pas de trucage, c'était les patrons qui parlaient vraiment, Gérard Mordillat. L'histoire est pathétique parce que tout est parti de François Dalle, qui était le patron de L'Oréal, qui n'a pas supporté qu'on le voie à la télévision. Et donc, comme Dalle, il savait que ça serait évidemment diffusé à la télévision, mais comme Dalle avait une formation de juriste, il savait que s'il faisait un référé, il perdrait, puisque nous avions toutes les autorisations et nous n'y avons effectivement monté qu'exactement ce qu'il avait dit. Il n'y avait pas d'aucune manière, d'ailleurs ça aurait été stupide. Et donc il est passé par, tout simplement, par M. Raymond Barre, qui a donné des ordres, et ça a été sans discussion censuré. Alors il y a eu un rapport au Sénat qui montrait sur 150 pages d'études juridiques que nous étions parfaitement dans notre droit. Mais ce n'est pas pour autant que ça a été rediffusé. Il a fallu attendre que Jérôme Clément, qui à ce moment-là était à la tête de l'A7, 13 ans plus tard, prenne le risque inouï de voir la Terre s'arrêter en le rediffusant. Ça a été rediffusé avec, là encore une fois, une réception critique tout à fait élogieuse. Alors, La Voix de son maître, il faut le savoir aussi, c'est le label de Pathé Marconi pour les variétés. Et à l'origine, ce titre, c'était une peinture de François Barrault représentant un Jack Russell, un chien de race, qui s'appelait Nipper et qui écoute au pavillon d'un gramophone. Oui, mais d'ailleurs, la première séquence du film est une discussion entre plusieurs chefs d'entreprise pour trouver un titre au film, puisqu'ils étaient choqués, puisque nous n'avions jamais caché que ça s'appellerait La Voix de son maître, ils étaient choqués par ce titre. Et donc, ils ont discuté pour trouver un meilleur titre. Et au moment où le film sort, M. Jacques Bell, qui était à ce moment-là à la tête d'un institut de formation de chefs d'entreprise, était très scandalisé, téléphone et me dit « mais nous avions trouvé un titre, etc. etc. » Je lui dis « écoutez, il est encore temps de changer. Alors vous aviez trouvé Les Gagneurs. Alors c'est Les Gagneurs ou La Voix de son maître. »
Et là, il s'est tu, il m'a raccroché au nez. Voilà. Alors, votre vie, c'est vraiment le cinéma. Et le premier que vous ayez rencontré, Gérard Modia, c'est Roberto Rossellini. Oui, j'ai rencontré Roberto Rossellini. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à la caissière de la Cinémathèque, enfin, qui était la caissière, qui était une grande cinéphile, qui travaillait à la Cinémathèque et qui assumait la caisse au moment des séances. Parce qu'à ce moment-là, je voulais écrire un essai sur la guerre qui a opposé les paysans aux princes au XVIe siècle en Allemagne. L'opposition entre Luther d'un côté, qui soutenait les princes, et de l'autre côté, Thomas Müntzer, un autre prêtre, qui soutenait les paysans. Et je ne savais pas, d'une certaine manière, que cette réflexion engagerait ma vie entière. Parce que ce qui m'avait beaucoup frappé, j'avais lu Engels, bien entendu, mais j'avais aussi beaucoup lu, et grâce à Geneviève Serrault, Ernst Bloch, qui est un philosophe et un historien allemand qui a écrit sur Müntzer un livre absolument magistral. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, à partir du moment où Luther, qui était une ordure comme homme et un génie, il n'y a pas de discussion, qui avait traduit la Bible en allemand et qui, après Karlstadt, après Müntzer, accepte de prêcher en allemand, soudain, cette langue devient la langue populaire. On sait ce qui se dit. Or, Luther prêche sur tel passage de la Bible hébraïque ou du Nouveau Testament, Müntzer répond sur un autre passage et chacun comprend des positions politiques antagonistes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment le discours religieux devient le véhicule du discours politique. Et je crois que la dernière conversation que j'ai eue avec Michel Foucault sur ce terrain-là, c'était à propos de la révolution iranienne, où je trouvais qu'il avait pris des positions extrêmement hasardeuses. Et Rossellini, là-dedans? Rossellini, c'était un prince, c'était comme on peut imaginer sont les cinéastes italiens qui sont toujours extrêmement accueillants, ouverts et tout. Donc j'ai vu Rossellini à la Cinémathèque. Du coup, je n'ai pas vu la projection du film pour lequel je venais. On a passé le temps de la projection à parler de Müntzer et Luther. Et puis ensuite, j'ai écrit pour lui pendant près de 3 ans, je crois. Parce que Rossellini ne voulait pas de scénario. Quand il avait fait la prise du pouvoir par Louis XIV, il avait accumulé une masse immense de documentation. Il avait un canevas et puis il voulait se laisser la liberté de suivre son instinct. Par exemple, je m'avais interrogé pourquoi la mort de Mazarin était si importante dans l'histoire. Il m'avait dit, mais parce que j'ai tellement aimé cet acteur qui jouait ça, je lui ai donné son c'est bien. Donc, j'ai fait ça pour lui. Et j'ai découvert, moi j'ignorais tout du cinéma, de la pratique cinématographique. J'ai découvert à cette occasion que Rossellini ne trouvait d'argent nulle part, puisqu'il avait réussi l'exploit qu'aucun de ses films jamais ne fasse un succès. Il avait une immense réputation intellectuelle et artistique, mais sur le plan commercial, c'était terrible. Il y a eu un entretien très drôle entre Renoir et lui. Finalement, ils ont conclu qu'effectivement, lui, il n'avait jamais gagné d'argent. Et donc, c'était impossible à faire parce qu'il aurait fallu une coproduction internationale et tout. Et c'est comme ça que mon travail a été connu et qu'ensuite, j'ai vraiment travaillé dans le cinéma. Et il y a quelqu'un aussi qui vous a appris quelque chose. Écoutez. Jacques Tati, mon oncle, un de ses grands succès. Et un jour, vous écoutez une conversation et vous surprenez un mot de Jacques Tati que vous avez conservé sur les voisins. L'histoire, c'est que Jean Lotte, qui est un cinéaste qui est malheureusement disparu très tôt, avait fait un film qui était un peu trop court, qui s'appelait, je crois, La vie amoureuse de Valentin. Et avec beaucoup de générosité, Jean Lotte avait proposé que mon deuxième court-métrage, La Choisie, d'après un texte de Geneviève Serrault, soit projeté en première partie de son film. Et puis un jour, Jean me téléphone pour me dire « Jacques Tati, viens voir le film, il nous invite à dîner, est-ce que tu veux venir ?» Il n'avait pas fini sa phrase, que j'y étais déjà. Et donc, on a passé la soirée avec Tati. Et à un moment, Tati disait à Jean Lotte cette phrase, oui, que j'ai toujours conservée. Il lui disait « Vous comprenez, Jean, dans un film, il faut toujours que l'on sache ce que les voisins font. »
Et quand on regarde le cinéma de Tati, on comprend à quel point et avec quelle rigueur il a appliqué ce principe. Et c'est vrai que j'ai toujours fait très attention à ce que l'on sache ce qui se passait derrière le mur où on ne voyait rien. Eh bien, dans quelques instants, on va savoir ce qu'il s'est passé le 15 janvier 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Mordilla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gérard Mordilla. Les Roses Noires chez Albin Michel, dans quelques instants, on en parlera. Et on vient à une date, le 15 janvier 1986. Pour la première fois à la télé, on entend cette chanson. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. Mistral gagnant de Renaud, car je crois que vous avez réalisé le clip de cette chanson. Gérard. Voilà, j'ai fait 2 clips avec Renaud. Celle-là, qui est une chanson, mais qui restera dans l'histoire de la chanson. Et puis Son Bleu, qui est aussi une très très belle chanson de Renaud. Et c'était vraiment une chance pour moi de travailler avec lui. Et comme nous l'avons fait avec toute une bande d'amis autour, ça a été une très belle et très bonne expérience. Parce que ce qui était difficile, c'est que Renaud n'aime pas être filmé. Il n'est pas un acteur, il est vraiment un chanteur. Il n'est pas dans la démonstration de lui-même. C'est quelqu'un de secret, timide, et qui s'exprime réellement profondément à partir du moment où il chante. Donc il fallait approcher ça de façon, je crois, très délicate, et j'espère l'avoir fait. Mistral gagnant est un clip qui a eu, je le dis avec toute la modestie qu'il faut, beaucoup de succès, beaucoup de prix, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est la chanson de Renaud qui méritait tous ses prix et tous ses succès, parce que c'est une chanson extraordinaire. Cette chanson, il l'a écrite à Los Angeles, un jour où il avait le blues, parce que sa fille Lolita était loin. Et quand il est revenu, il ne voulait pas enregistrer cette chanson. Et Dominique, sa femme, lui a dit « Écoute, ou tu l'enregistres ou je divorce ». Voilà, heureusement que Dominique était là. Alors, comment êtes-vous devenu proche de Renaud, Gérard Mordilla ? Tout simplement, c'était finalement la bande de la Coluche, quoi, parce que moi, je faisais des choses à ce moment-là avec Véronique Colucci, avec un autre ami qui s'appelle Frédéric Vieille. On faisait de la pub, on faisait des choses comme ça. Et puis, bien sûr, je connaissais Michel Coluche, je connaissais son coiffeur, je connaissais tout le monde, quoi. Je faisais pas réellement partie du cercle intime, parce que j'étais plutôt du côté de Véronique. Enfin, je les connaissais tous. Et donc, quand il y a eu le moment de se dire faut faire un clip avec Mistral gagnant, tout le monde a dit Gérard, c'est toi qui vas le faire. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. C'est vrai que Renaud et Coluche étaient très liés. Je crois qu'ils avaient la passion des motos ensemble, malheureusement pour Coluche. Et je crois que c'est Renaud qui réparait les motos de Coluche, ou réciproquement parfois. Ça ne m'étonnerait pas, voilà. Oui, c'était. Enfin, là aussi, ce trait-là me paraît un trait très caractéristique de Renaud, qui est finalement sa modestie. Alors, vous vous qualifiez, c'est un point commun avec Renaud, Gérard Mordilla, d'artiste de variété. C'est assez curieux. Oui. Mais je suis un artiste de variété, parce que certains s'étonnent que j'écrive des livres, que je fasse des films, que j'ai publié des essais, de la poésie, que j'ai fait des travaux de nature historique sur la littérature chrétienne et musulmane, que j'ai préfacé une réédition de certains chapitres du Capital, etc. Et puis, dans peu de temps, s'il n'y avait pas le Covid, je ferais même l'acteur avec François Morel dans Tous les marins sont des chanteurs, un spectacle que nous avons conçu ensemble. Donc voilà, moi je crois qu'il n'y a rien de plus accablant que la monotonie, et je ne voudrais rien me refuser. Voilà. Alors tout ça a commencé par le cinéma et le livre, car cinéma et livre ça va ensemble. Effectivement, Vive la sociale a été le déclencheur. Oui, parce que voilà, Vive la sociale, l'histoire est celle-là. Jean-Étienne Cohen-CH et Mazarine publient Vive la sociale. Et là aussi, grand succès pour un premier roman, puisque j'en vends, je crois, près de 15 000 exemplaires. Il faut savoir qu'un premier roman, ça se vend d'habitude entre 800 et 1000 exemplaires. En même temps, moi, quand j'ai le livre en main, j'ai le sentiment de n'être pas exactement où j'aurais dû être. Et comme je me sens aussi cinéaste qu'écrivain, je décide de le refaire par une autre voie, qui est la voie cinématographique. Et donc, je tourne Vive la sociale. Et là, à nouveau, ça se répète. J'ai le prix Jean Vigo, beaucoup de monde, etc. Et j'ai toujours pas le sentiment que c'est exactement ça. Et quand on me propose de publier le livre en poche, je le réécris entièrement, et je l'ai même réécrit encore une fois après. Et
Jean-Étienne Cohen-Ca m'a offert une édition magnifique des Imprimeries nationales où il y a toutes les versions de Poil de carotte. Oui, car on sait peu que Jules Renard a écrit plusieurs versions. Il l'a écrit sans arrêt. Il a modifié les chapitres, les textes, les formes, sous forme de monologue, sous forme de théâtre, etc. Il l'a écrit parce que quand on écrit quelque chose, c'est pas parce que un livre peut métaphoriquement ressembler à un petit cercueil que la chose est morte pour l'auteur. Ça continue de vivre. Et cette vie-là, eh bien, elle peut s'exprimer parce que, au fond, ce n'est pas grave de réécrire et de reprendre la même chose. Personne ne se plaint que Rembrandt ait fait plusieurs versions des Pèlerins d'Emmaüs. Alors, ce film vise la sociale, la tête d'affiche chez François Cluzet. Et curieusement, cette année-là, vous êtes nommé au César. Il est nommé aussi pour L'été meurtrier de Jean Becker. Et il y a les deux nominations en même temps. C'est deux genres très différents. C'est deux genres très différents et c'est le même grand acteur. Voilà, ça signifiait ça. Voilà, François est un acteur exceptionnel et c'était très bien qu'on montre déjà, d'ailleurs, à travers ces deux films, deux choses très différentes. Parce que dans Vive la sociale, il faisait un exercice redoutable pour un acteur qui était de jouer les scènes, mais aussi de se tourner vers le public pour raconter quelque chose. Et ça, c'est très, très difficile, très délicat à faire pour un acteur. Alors, Vive la sociale, c'est le premier film d'une longue série. C'est-à-dire que vous avez développé les films, justement, autour de ce thème. Il y a même eu une mini-série à la télévision, Les morts et les vivants et les morts, qui a eu beaucoup de succès. Oui, Les vivants et les morts, c'est l'adaptation d'un roman que j'ai publié et que j'ai pu, grâce à Eric Stemlen, qui était à ce moment-là le directeur des programmes de France Télévisions, de tourner 8 épisodes. J'avais une proposition de le faire pour le cinéma, et puis cette proposition-là. Et là, au fond, j'étais extrêmement fidèle à Rossellini, pour qui il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas un genre noble, le cinéma, et un genre vulgaire, la télévision. Il fallait, seule l'œuvre comptait, et finalement, trouver l'endroit, le vecteur qui permettrait de la rendre la plus populaire possible. Et pour les vivants et les morts, je pensais que c'était mieux de le faire à la télévision, en m'adressant au public de télévision, avec la même exigence plastique, formelle, intellectuelle que je l'aurais eu pour faire un film. Il n'y avait pas de hiatus pour moi de ce côté-là. Et c'est vrai que ça a été une expérience magnifique de pouvoir faire ça. Et je regrette d'ailleurs, et c'est là qu'on voit un peu la bêtise de certains responsables et dirigeants des chaînes publiques, parce que après un tel succès, au lieu de tout de suite se précipiter à me dire mais recommencez, faites autre chose et tout ça, il n'y a eu que le silence et le mépris, parce que soudain, par l'exemple, ça démontrait que leurs analyses du public étaient totalement fausses. Oui, ça arrive encore aujourd'hui, je vous le confirme. Alors, il y a un autre film qui a trouvé son public, c'est Billy the Quick, avec Francis Perrin. Donc Francis Perrin et vous, c'est au départ inattendu. Ça, c'était une parodie c'était inspiré d'un roman de Jean Vautrin où il évoquait Billy the Kid. Billy the Kid qui justement avait été censuré, je ne sais pas si vous le savez, lorsque la BD de Goscinny et Maurice est sortie. Il était bébé avec un pistolet dans sa bouche et l'album a été censuré en Belgique à cause de ça. Eh ben, quelle tristesse. Non, j'étais très ami avec Jean Vautrin. Et voilà, là aussi, les choses se sont faites d'abord par amitié, par complicité, parce que Jean avait été, bien avant moi, un assistant de Roberto Rossellini, avec qui lui, il avait réussi à travailler au moment où il travaillait en Inde avec lui. Et nous étions tous les deux publiés chez Mazarine, et nous avions des affinités, je dirais, littéraires et politiques extrêmement profondes. Et Francis Perrin est arrivé là-dedans. C'est un de ses plus gros succès au cinéma. C'est surtout quelque chose qui montre, là aussi, parce que j'ai toujours un peu de tristesse à évoquer Francis Perrin, parce que je crois qu'il est un acteur exceptionnel qui finalement n'a pas eu exactement ce qu'il méritait en tant qu'acteur. Parce que, sans doute par angoisse, par peur, il a toujours eu la tentation de se tourner vers le public pour attendre les rires. Or, dans Billy the Kid, ce n'était pas un rôle comique, c'était un rôle d'une comédie, mais ce n'est pas un rôle comique. Et moi, je l'avais vu faire Glengarry Glen Gross, qui est une pièce tout à fait dramatique où il était exceptionnel. Et je pense que
il y a eu un moment, une bifurcation qui n'a pas fait qu'il ait eu la place qu'il mérite à mes yeux dans l'histoire du cinéma. Et puis, il y a un autre film qui, c'est le pionnier du docu-fiction, la forteresse assiégée, car c'est la première fois à la télé qu'on a utilisé ce genre qui est aujourd'hui totalement d'actualité. C'est plutôt que docu-fiction, j'aime pas beaucoup le terme. Moi, je disais toujours qu'au fond, c'était un roman cinématographique. Parce que là aussi, grâce à Jérôme Clément à Arte, j'ai pu travailler avec une liberté qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que la forteresse assiégée, ça part d'un épisode de la guerre de 70, le siège de Bitch, en Alsace, par les troupes bavaroises. Alors, il y a la reconstitution du siège, pure fiction, et puis dans cette fiction interviennent des personnages qui viennent nous raconter le contexte historique. Alors, il y a d'abord celui qui joue le rôle principal, qui est Patrick Mille, qui fait à la fois un soldat et le journaliste qui raconte ça, et qui, dans la salle où s'est réuni Bismarck et l'empereur, intervient comme un intervieweur. Mais on est dans la vraie salle, et eux sont des personnages historiques. Et puis derrière eux interviennent, cette fois-ci, des chercheurs et des historiens contemporains qui se font la théorie de la problématique de la guerre. Parce que la guerre de 70, il y a eu un changement radical sur le plan stratégique. C'est la première fois où on pouvait tirer sur l'adversaire sans le voir. Les Prussiens sont installés à 8 ou 10 km de Bitch et tirent sur Bitch, mais on ne les voit pas. Alors que jusqu'alors, même au canon, on se mettait les uns en face des autres et on se tirait dessus. On se voyait. Là, on ne se voit plus. Donc ça a changé beaucoup de choses et je crois que c'était important d'avoir ce type de réflexion. Pour moi, le vrai modèle, c'est étonnant de dire ça, mais c'était les biographies historiques de Stefan Zweig. Parce que Zweig, il fait ça. Il raconte l'histoire, il s'interroge sur l'histoire, il donne tous les éléments pour qu'on comprenne cette histoire sans rien céder de ce qu'il est par ailleurs comme auteur. C'est pour ça que je dis que c'était pour moi plutôt un roman cinématographique qu'un docu-fiction. Alors il y a aussi quelqu'un que vous avez mis en valeur à travers 2 films et même dans les lycées, je crois qu'à Montsolémine vous avez fait une conférence sur lui, Antonin Artaud, personnage étonnant, un peu oublié, et vous lui avez consacré un documentaire et une fiction, Gérard Mordillat. Antonin Artaud est sans conteste l'un des très grands poètes français et à mes yeux quelqu'un dont les œuvres sont encore en avance sur notre temps. Artaud était un homme d'une intelligence exceptionnelle qui a, comme le disait Henri Thomas, vécu un véritable martyre. Parce que, à la suite de circonstances, disons, anecdotiques, il sera expulsé d'Irlande, puis ça se passera mal sur le bateau, il sera interné d'office en arrivant en France, et il va vivre pendant 9 ans une sorte d'enfer asilaire. Et alors qu'il souffre énormément de différents maux, et il en mourra d'ailleurs, il ne cesse d'écrire. Il est d'une énergie extraordinaire. D'ailleurs, un des plus beaux diagnostics, quand il est à Villévrard, on lit sur les registres de Villévrard, cet homme est fixé, il n'écrira plus rien. Entre le moment où le médecin écrit ça et la mort d'Artaud, il y a 30 tomes qui seront publiés chez Gallimard. Le médecin, c'était Jacques Lacan. Ouais, et voilà comment on fait l'histoire. On va maintenant évoquer l'actualité d'aujourd'hui à travers une date, le 4 février 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Mordillat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gérard Mordillat. Alors à tous les films, les livres que vous avez déjà publiés ou sortis, s'ajoutent Les Roses Noires chez Albin Michel, un roman qui est sur la France d'aujourd'hui à travers un régime totalitaire totalement imaginaire. Pas si imaginaire que ça. Je ne crois pas que ça soit imaginaire. C'est simplement un pas en avant de l'histoire. Je défends ce point de vue qui est que la fiction marche toujours un pas en avant de l'histoire. Regardez un exemple historique. Aujourd'hui, tout le monde se réfère à George Orwell et à 1984. Orwell, en écrivant 1984, ne faisait que décrire l'Angleterre, l'URSS de 1948. Il la décrivait légèrement décalée,
mais c'est devenu aujourd'hui une réalité. Bien, dans Les Roses Noires, il y a quelque chose de la même nature, c'est-à-dire comment la fiction est capable d'interroger le présent, et interrogeant le présent, comment elle invente une lectrice ou un lecteur intelligent. Alors, les 4 roses noires, ce sont 4 femmes qui résistent à la guerre, au fascisme, à la mort, à l'oubli. 4 personnages dans ce lieu où vraiment le régime est totalitaire, où tout est interdit. Oui, tout est interdit, c'est-à-dire qu'il y a une situation générale de guerre, c'est la guerre. Mais la guerre n'est pas réellement présente, on ne sait pas exactement où il y a un front, s'il y a un front, si ça se passe à l'est, à l'ouest, d'où partent les bombardements, etc. Et donc, sous ce prétexte de guerre, bien sûr, tous les syndicats et les associations sont interdits, il y a un contrôle des populations qui est extrêmement strict et sévère, l'éducation a été réduite à un récit national que les étudiants et les élèves sont obligés d'apprendre. Donc on vit dans un système d'oppression extrêmement fort où l'argent a disparu, on est revenu à des systèmes de bons de nourriture et des choses comme ça, où la corruption est évidemment plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Et donc dans ce milieu-là, le livre commence parce qu'il y a un poète qui s'appelle Orden, reçoit un appel d'un ami à lui qui lui dit de foutre le camp. Et d'ailleurs, il ne finira pas sa phrase. Et donc, il s'en va parce qu'il est poursuivi par une milice qui s'appelle les Souchiens, ceux qui sont de souche et qui ont retourné ce sobriquet infamant pour en faire un titre de gloire. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Souchien, ça fait SS si on prend la première et la dernière lettre. Et donc, ces sous-chiens sont tout simplement une sorte de super police et de super armée, d'ailleurs en conflit avec l'armée et la police, pour traquer toute forme d'opposition. Et dans ce climat de peur, de guerre, de violence, eh bien, vont se dégager des personnages féminins qui vont être les vrais moteurs de l'action, même si le narrateur demeure Orden, ce poète qui est aussi un essayiste, mais ce qui fait la chair vive du livre, ce qui procure sans doute, enfin j'espère, les passages avec les choses les plus sensibles sur le terrain de l'émotion et sur le terrain, mais aussi du courage, de la détermination, de la capacité à se battre, ce sont les personnages féminins. Et comment vous est venue l'idée de ce livre et pourquoi ce livre aujourd'hui, Gérard Mandilla? Est-ce que c'est lié à la France de 2021 ? C'est très directement lié à la France de 2021. Et ce livre est une description de ce que je redoute en fait. Parce que voit-on ? On voit partout les nationalismes reprendre une ampleur extraordinaire. Ça n'a pas été assez noté, mais je crois qu'en Tchéquie, aux dernières élections, il y a 4 députés qui ont été élus députés d'un parti néo-nazi, qui s'appelle néo-nazi. Il ne s'appelle pas Aube dorée, il ne s'appelle pas Rassemblement national, il s'appelle néo-nazi. Donc, il y a d'un côté toute cette remontée, je dirais, d'une forme de fascisme, de post-fascisme si l'on veut, et ce qui existe aussi en France. Je veux dire, tous les derniers événements liés aux violences policières, liées à la, je dirais, j'y arriverai jamais, le fait qu'on envoie tous les syndicalistes devant des tribunaux, comment on interdit la parole à beaucoup, puisque presque tous les grands médias sont aux mains de forces financières, et donc si l'information n'y est pas exactement censurée, elle est en tout cas largement contrôlée. Bref, on est dans ce climat-là. Et autre chose aussi qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est de constater que dans le monde entier, tous les pays réarment, et réarment de façon hallucinante. Le budget américain pour l'armée est, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 700 milliards de dollars. C'est même inimaginable. Les Chinois, c'est à peu près la moitié. Mais encore récemment, la Suède a augmenté son budget militaire, je crois, de 20%. Donc, on ne peut pas penser que les militaires se réarment simplement pour aller parler à la télévision. S'ils ont des armes nouvelles, s'ils ont des moyens, c'est pour s'en servir. Donc, d'un côté, il y a la montée des nationalismes et
disons pour parler largement de l'extrême droite ou d'un post-fascisme, et de l'autre côté, ce réarmement. Eh bien, les Roses Noires, c'est dans ce climat-là, et c'est dans ce climat-là que vivent les personnages, combattent à l'intérieur de cette situation le sort qui leur est fait, le sort qui nous est fait d'une certaine manière. Alors, vous évoquez aussi la culture et vous dites dans ce livre, Gérard Mandilla, que les artistes sont considérés comme inutiles. Voilà. Quand je disais que la fiction marche un pas en avant de l'histoire, j'ai écrit ce livre, en fait, il y a à peu près un an et demi, avant même le premier confinement. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que sans qu'il y ait de raison objective, on ferme les théâtres, on ferme les cinémas, on ferme les musées. Alors, on a combattu pour que au moins les librairies soient ouvertes. Mais profondément, je crois que ceux qui nous gouvernent considèrent que la culture, ça ne sert à rien, ça sert éventuellement de distraction dans le pire sens du terme. Et effectivement, et les bibliothèques sont considérées comme des cimetières aussi. Voilà. Eh bien, donc, voilà, c'est un très bon exemple de voir comment, une fois encore, ce que j'écrivais là, malheureusement, se vérifie aujourd'hui sous nos yeux. Et dans votre livre, Tout le monde est sur écoute, Gérard Mandilla, donc la communication se passe par le bouche à oreille. Parce qu'il y a ce système qui est le système contemporain de surveillance généralisée à travers les instruments électroniques, à travers les caméras de surveillance, à travers tout ce système-là qui fait qu'on ne peut plus faire une démarche administrative si on ne la fait pas sur Internet. Et bien entendu, on se connecte là avec ceux qui nous surveillent. Et donc, là, mes personnages, puisqu'on est dans un climat de guerre, finalement, n'ont plus aucune confiance, ni même, bien sûr, dans les relations téléphoniques ou Internet, ni même peut-être dans l'écriture, et ne s'en tiennent qu'à la parole. Voilà. Et alors, il y a aussi des messages qui passent à travers des points rouges, et ça rappelle la guerre et les messages de Londres, Gérard Mandilla. Dans ce climat-là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître au coin de rue simplement des points rouges. Alors, d'abord les sous-chiens, puis l'armée, la police se mettent à essayer de comprendre ce que ça signifie. Est-ce que c'est un plan ? Est-ce que c'est quelque chose ? Et c'est simplement, on découvrira à la fin du livre, que c'est simplement un signe de ralliement de ceux qui sont contre, qui s'opposent. C'est le V de victoire pendant la guerre. C'est ça, oui, exactement. Alors, les messages codés, on en a beaucoup parlé, mais la vérité, je ne sais pas si vous le savez, Gérard Mandilla, le premier agent parachuté en France, qui s'appelait Georges Bègue et qui s'est fait appeler Georges Noble, dans la nuit du 5 au 6 mai 41, il a un émetteur, il ne sait pas comment transmettre ses infos, et il invente les messages codés qui sont repris ensuite par Radio Londres. C'est extraordinaire. Radio Londres, vous êtes un spécialiste de Radio Londres. Je connais un peu le sujet, mais c'est comme ça que c'est né. Alors, il y a aussi, bien sûr, des cachettes, comme dans les films d'ailleurs, parce qu'il y a des tunnels abandonnés où les révoltés se cachent. Tout simplement parce qu'il y a aussi dans ce système-là forcément une chasse entre guillemets, aux étrangers, et particulièrement à ceux qui sont originaires d'Afrique, parce que c'est plus facile de repérer des Noirs. Donc, il faut se cacher. Et où se cacher ? Comme toujours dans ces cas-là, dans des lieux que personne ne veut fréquenter, que sont les égouts, les tunnels abandonnés, les ruines, etc. Et d'un seul coup, dans ce monde souterrain, grouillant, sale, bruyant, etc., une vie renaît, une intelligence s'exprime et une résistance s'organise. Une résistance pour l'insurrection, car elle devient inévitable. Face aux situations économiques, sociales et dramatiques, le capitalisme s'en est toujours sorti en organisant des guerres. Eh bien, pour se sortir de la guerre, il faut se sortir de ce système mortifère. Et dans les Roses Noires, eh bien, c'est l'idée qui procède. Il faut absolument s'en sortir, puisque là, le pays est gouverné par un groupe assez mystérieux, un conseil assez mystérieux, qui ne réfléchit qu'en termes économiques. Eh bien, c'est ça qu'il faut renverser. Il faut renverser cette surveillance généralisée, ce mépris des autres, ce soupçon sur les étrangers, sur ça. Eh bien,
Il n'y a pas d'autre moyen que de prendre les armes. Il n'y en a pas d'autre. Puisqu'il n'y a plus aucun moyen de s'exprimer autre que par la force, eh bien, la force qui contraint certains à vivre en sous-sol, eh bien, d'un seul coup, le dessous va remonter au-dessus et régler leur compte à ceux qui le méritent. Et dans ce livre, Les Roses Noires, Gérard Montilla, vos personnages portent des masques. Oui, ils portent des masques. C'est curieux, hein? Mais oui, ils portent des masques. Là aussi, c'était avant les masques. C'était avant les masques, mais parce que j'ai décrit une situation climatique, là aussi, qui nous arrive dessus, où la pollution est à un tel niveau qu'on ne sait plus vraiment distinguer ce qui est de l'ordre du brouillard, de la pluie et de la pollution atmosphérique. Et que le soleil apparaît rarement au milieu de tout ça. Et donc, bien sûr, ils sont masqués. Et vous dites de ce livre, Gérard Montilla, qu'il se lit comme un alcool fort. Oui, mais pourquoi j'ai dit ça ? J'en parlais dimanche avec ma fille aînée qui me disait, mais qui est en train de le lire, elle trouvait ça très très dur. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit oui, c'est dur, mais parce que le réel est dur. Et c'est bien ça qu'il faut affronter. Il ne faut pas craindre cette dureté, et surtout pas la craindre sur un plan romanesque, parce que s'affronter à la dureté exprimée par un roman, eh bien, c'est se donner des armes, en tout cas intellectuelles, pour affronter la dureté du monde dans lequel nous sommes. Et un peu de bonheur, heureusement, grâce à un spectacle où il y a cette chanson. On peut entendre leurs sanglots quand ils entament ma recourance. Tous les marins sont des chanteurs par François Morel et vous êtes dans l'histoire. On en a parlé voici quelques semaines avec François Morel. C'est un album qui raconte la vie de Yves-Marie Le Guilvinec et vous êtes dans l'histoire aussi par amitié pour François Morel, Gérard. Voilà, c'est moi qui ai écrit la biographie d'Yves-Marie Le Guilvinec, qui est né en 1870 et mort en 1900, qui était un marin professionnel et dont on connaît une quinzaine de chansons qui ont été restaurées et remises en musique par Antoine Salaire et chantées par François Morel. Alors, dans le spectacle sur scène, eh bien, moi, je fais une conférence, et cette conférence avec l'appui de François qui chante les chansons et qui est aussi mon interlocuteur, bien entendu, mais nous avons fait là une conférence chantée, ce qui est assez rare et ce qui est, à mon avis, a de l'avenir. Et ce sont vos débuts d'acteur? Ce sont mes débuts d'acteur, voilà, je fais l'acteur. Dès que possible. Pour l'instant, tout semble renvoyer vers 2022. Oui. Donc, il faut tenir, hein, voilà. Et vous tenez, vous, en écrivant des livres, en continuant à tourner des films et à écrire des livres. Là, je prépare une nouvelle série sur l'économie avec comme axe d'entrée la propriété, avec Christophe Clair, un ami avocat qui est un spécialiste des questions de propriété. On fera 4 ou 5 épisodes sur cette question qui est le coin fondamental pour comprendre la société qui est la nôtre dans le système économique. De quoi est-on propriétaire? Qu'est-ce qu'être propriétaire? Et qu'est-ce que la propriété? Et puis, je travaille sur le plan romanesque un grand truc historique à propos du Suaire de Turin. C'est un autre sujet. Pour l'instant, il y a ces Roses Noires chez Albin Michel, un roman qu'on ne lâche pas de la première à la dernière ligne, une fiction qui, j'espère, ne deviendra pas réalité, Gérard Montilla. Bien, j'espère aussi me tromper lourdement, mais j'espère aussi beaucoup intéresser les lectrices et les lecteurs. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie. Elles sont terminées pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.